Merci de nous rejoindre de nouveau sur Al24 News pour l'échiquier international. Direction la France, ce soir où après plusieurs jours de tergiversation, le président Emmanuel Macron a fini par accepter la démission de son Premier ministre Gabriel Attal, qu'il a dans la foulée chargé de gérer les affaires courantes comme on dit. Une situation qui ne sied guère aux deux autres blocs, à commencer par les vainqueurs des législatives anticipées, le nouveau Front populaire. La coalition de gauche n'a pas réussi à dégager un nom pour prendre la tête de Matignon. En attendant, les nouveaux députés devront statuer demain sur celui ou celle qui présidera le perchoir à l'Assemblée nationale. Et là aussi, les jeux ne sont pas encore faits. Bref, une situation de blocage qui risque d'impacter les prochaines échéances au Palais Bourbon, à commencer par le vote du budget 2025. Nous en parlons avec nos invités dans un instant. Et pour revenir donc sur la situation de blocage politique qui perdure depuis plusieurs jours déjà en France, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Perimoni, candidat Solidarité et Progrès aux dernières législatives. Merci Monsieur Perimoni d'être avec nous ce soir. Merci de votre invitation et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors, Halima Delimi devrait normalement nous rejoindre dans quelques instants. Elle était candidate du nouveau Front populaire aux dernières législatives pour les Français de l'étranger en Suisse et à Genève. Elle devrait donc nous rejoindre dans quelques instants avant de commencer le débat au retour sur ces dernières 24 heures qui ont marqué la scène politique française, à la fois à l'Élysée mais également à Matignon. Moins de 24 heures après l'acceptation de la démission du Premier ministre français Gabriel Attal par Emmanuel Macron, le nouveau Front populaire semble avoir du mal à convaincre le chef de l'exécutif de sa légitimité à prendre le pouvoir à Matignon 10 jours après être sorti en tête des élections législatives. La lettre adressée la semaine dernière aux Français par le président Macron, insistant sur l'absence d'une majorité et appelant au compromis des forces politiques, n'a pu apaiser les esprits. Bien au contraire, cette lettre a déclenché un tollé de colère chez les gauches. Mardi, Emmanuel Macron a fini donc par accepter la démission de son Premier ministre et son gouvernement, qui assure désormais, selon l'Élysée, le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement. On travaille et dans les prochains... Gabriel Attal s'est exprimé mardi soir sur une chaîne de télévision privée française, évoquant la primauté de la stabilité du pays et la protection du peuple français, d'où l'impossibilité d'une vacance du pouvoir. Qui a deux principes, faire marcher l'État et protéger les Français. Si survient une crise, évidemment, le gouvernement peut prendre toutes les décisions, les mesures pour protéger les Français, l'ordre public et la sécurité de nos concitoyens. Ce qu'on ne peut pas faire, en revanche, c'est prendre de nouvelles initiatives politiques, engager des réformes, transmettre un projet de loi. Ça n'est pas possible. C'est une situation qui est nécessairement temporaire. Et que l'enjeu, c'est évidemment d'assurer la stabilité du pays et la protection des Français. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de vacance du pouvoir en France et je crois que c'est heureux. Le paysage politique français s'assombrit davantage à la faveur d'un autre choix difficile, celui de la course à la présidence de l'Assemblée nationale. Les députés élus le 7 juillet aux élections législatives anticipées votent ce jeudi à 15h pour élire le successeur de Yaël Braun-Pivet. Les regards se tournent vers le perchoir. À J-10 des Jeux Olympiques, la France en pleine crise politique devra assurer la réussite de cette manifestation sportive, émaillée déjà par quelques couacs, et une question demeure posée, est-ce que oui ou non, Emmanuel Macron va-t-il attendre la fin des Jeux Olympiques pour désigner son nouveau Premier ministre? Sans plus tarder, place au débat. Sébastien Perimoni, Emmanuel Macron qui accepte la démission de son gouvernement et à sa tête Gabriel Attal, mais qui ne le remplace pas et qui le charge d'expédier les affaires courantes, comme on dit. Quelle est votre lecture par rapport à cette nouvelle séquence politique en France ? Vous savez, il y a un adage qui dit « tout changer pour que rien ne change ». Je crois qu'on est un petit peu dans cette situation avec malheureusement un état de la situation politique en France qui, si vous voulez, quand je l'analyse, me fait penser soit à la peinture de Jérôme Bosch, La Nef des Fous, soit le livre d'Erasme, L'éloge de la folie,
où, vous voyez, on est dans une situation internationale qui est extrêmement dangereuse et on a toute une série de magouilles, celle de M. Macron qui accepte finalement, parce qu'il devait la démission de son Premier ministre et maintient un gouvernement, disons, technique, qui ne fera pas passer de nouvelles lois, et les deux autres rassemblements qui sont en train de s'organiser, et en particulier le rassemblement du Nouveau Front Populaire, qui a été incapable de présenter, si vous voulez, un Premier ministre dans l'élan de sa victoire, quelque part, en tout cas arrivé au premier tour des élections législatives, et qui, encore une fois, si vous voulez, à cause justement, et je l'avais dit dans l'émission chez vous à la fin de l'élection législative, c'est-à-dire que c'était une alliance de Nouveau Front Populaire, c'était une alliance électorale et pas politique. On connaît, si vous voulez, comment fonctionne la LFI, on connaît comment fonctionne le PS et leur magouille. On se rappelle tous du discours de Hollande, mon ennemi c'est la finance et une fois élu on fait l'inverse. Donc voilà, malheureusement il y a une lâcheté, il y a une fausseté et on se retrouve avec, je ne partage pas ces idées, mais je pense que ce qu'a dit Marie Tondelier des écologistes a tout à fait raison quand elle dit qu'elle n'ose même plus regarder les gens dans les yeux parce qu'elle a honte aujourd'hui de ce que fait le Nouveau Front Populaire par rapport à la nécessité d'un changement dans ce pays. Nous ne partageons pas non plus ces idées. Pour ne rien vous cacher, ici en Algérie, Sébastien Perimoni, Tondelier, qui a eu des mots irrespectueux à l'égard de notre pays récemment dans un tweet. Rappelons-le. Alors, fermons la parenthèse, la protection des Français, dit Attal. De quoi parle-t-il au juste? De quoi Attal, ou de quelle protection parle-t-il? Que risquent les Français si Attal quitte le palais de Matignon? Alors je pense que les Français risquent de s'en sortir mieux si M. Attal quitte le palais de Matignon. Bon, c'est pour la petite blague, mais il faut bien voir qu'on est dans un contexte international extrêmement grave. Je ne sais pas, c'est pas inutile de rappeler. Je pense que le 15 mai dernier, le président du gouvernement slovaque, Roberto Fico, on a essayé de l'assassiner, donc le président d'un pays de l'Union européenne. Il y a quelques jours, on a essayé d'assassiner un candidat à la présidentielle américaine, Donald Trump. On a en Ukraine, si vous voulez, chaque jour des dérives et des frappes qui vont se diriger de plus en plus vers le sol russe, avec, et je le dis encore une fois, les trois grands rassemblements en France, le Rassemblement national, le Front populaire et le Centre, qui tous veulent continuer cette escalade de la guerre en fournissant des armes à l'Ukraine. Donc on est dans un contexte, en effet, qui est extrêmement instable. On sait que les JO sont une période qui peut justement être propice à des attentats terroristes. Et quand M. Attal dit que, certes, il ne fera pas passer de nouvelles lois et que c'est comme ça, mais qu'il est là pour protéger les Français, il fait bien sûr référence à ce type de tension stratégique qu'il y a dans le monde aujourd'hui, avec ces tentatives d'assassinat, ce danger de guerre et évidemment l'événement des Jeux Olympiques, qui peut être une occasion évidemment pour des attaques terroristes ou ce genre de choses. Donc, comme il l'a dit lui-même, à ce moment-là, le gouvernement pourrait prendre des positions et on aurait peut-être M. Macron qui mettrait en place l'article 16, c'est-à-dire un gouvernement, je dirais, qui gouvernerait par la loi martiale par rapport à une situation de tension géopolitique internationale et nationale. Donc c'est un des dangers actuels. Très bien. Combien même cela serait possible, serait-il possible, ce serait un énième hold-up d'Emmanuel Macron en France, vu qu'il perd pratiquement toutes les échéances électorales qu'il aborde depuis déjà quelques années. Comment la rue pourrait-elle justement réagir lorsqu'on parle de protection des Français et qu'on refuse peut-être d'accéder à leurs souhaits, du moins ceux qu'ils ont exprimés dans les urnes? Comment cette dichotomie pourrait-elle influencer la rue française, selon vous? Ce qui est sûr, c'est que dans la rue française, il y a un très grand ras-le-bol. Et encore une fois, ce qu'a dit Marie Tondelier, je ne partage pas du tout ses idées, mais je salue son honnêteté sur ça. Nous non plus. Aujourd'hui, quand elle dit qu'aujourd'hui, ils ont trahi le peuple, c'est le sentiment qui règne en France, c'est-à-dire que le peuple se sent trahi par ces élites politiques. Et là, je prends toutes les élites politiques. Le Rassemblement national qui était anti-Europe, anti-OTAN, anti-euro, qui est le problème qu'on a en France, aujourd'hui c'est complètement soumis justement à la politique de l'Union européenne en se mélonisant, comme en Italie on l'a vu. Le Nouveau Front Populaire qui, pareil, est toujours pour l'OTAN,
l'Union européenne, etc., qui trahit le vote de la population en étant incapable de présenter un Premier ministre. Et je ne parle pas évidemment de la trahison du parti actuellement au pouvoir, qui, à part accumuler la dette et gouverner justement contre la rue, rappelez-vous la réforme des retraites, les gilets jaunes, les mobilisations des agriculteurs, ça fait, depuis que M. Macron a été élu, qu'une augmentation justement de cet abandon de la France par les élites. Et aujourd'hui, il y a un très grand sentiment d'abandon qui peut se transformer en colère et évidemment qui peut aller beaucoup, beaucoup plus loin si rien n'est fait pour sortir de cet imbroglio politique dans lequel on va se trouver peut-être pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois. 1 an, on ne sait même pas aujourd'hui. Justement, Sébastien Perimoni, des échéances législatives arrivent justement sur les bancs de l'Assemblée nationale en France. Les nouveaux députés devront y faire face. On en parlait tantôt dans le sujet que nous avons suivi, signé Imen Merad. Demain, à 15h heure française, les députés devront déjà statuer sur l'identité du prochain président ou présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que ce choix pourra-t-il se faire ou est-ce que allons-nous assister demain à un premier blocage depuis le Palais Bourbon sur le choix justement du prochain président de l'Assemblée nationale si une personne ne faisant pas le consensus sera dégagée à l'issue du vote? Oui, on est dans une situation extrêmement compliquée parce qu'on ne sait pas ce que va faire le Parti socialiste qui fait partie du nouveau Front populaire, les écologistes qui font partie du nouveau Front populaire qui devraient normalement voter ensemble. On sait qu'aujourd'hui, M. Macron l'a dit dans une lettre qu'il a envoyée à tous les Français, on le remercie pour nous expliquer la situation, disant que personne n'avait gagné et qu'il appelait aux responsabilités ce que j'appelle moi-même l'extrême centre, c'est-à-dire les Républicains, Renaissance, les socialistes et les écologistes pour former une majorité et élire, si vous voulez, d'abord un président national de l'Assemblée nationale, mais dans le contexte actuel, pour l'instant, il n'y a pas de ligne définie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment vont voter les différents groupes parlementaires demain, et donc on voit déjà qu'il y a un candidat Renaissance et un candidat Horizon, c'est-à-dire que vous savez, le parti d'Édouard Philippe. Parce que ce qu'il y a dans la tête de tout le monde, faut pas se voiler la face, c'est pas le bien-être des Français, c'est pas l'intérêt général, c'est la prochaine élection présidentielle. Donc on voit bien que le parti d'Édouard Philippe présente un candidat contre Renaissance parce qu'il pense en termes de 2027, que justement le nouveau Front populaire, on sait très bien qu'il ne tiendra pas jusqu'en 2027. Donc les socialistes aussi veulent jouer leur part dans cette alliance centriste. Certains veulent respecter le vote du Front populaire. Donc on est quand même dans une indécision qui est très rare en France, qui est une situation très compliquée et très difficile de faire des sondages par rapport à ce qui va se passer demain. Mais on risque malheureusement d'aller dans ce qu'on pourrait appeler la politique du bourbier, c'est-à-dire que plus les postes vont devoir se partager les postes, plus on va arriver à des impasses parce que chacun pense non pas en termes d'intérêt général, mais en termes de son parti, sa position et sa campagne de 2027. Je rappelle que Halima Delimi, ex-candidate du nouveau Front populaire aux dernières législatives, devrait nous rejoindre normalement dans quelques instants. Nous tentons toujours de la joindre. Avant de revenir, Sébastien Perimoni, à Matignon, certains observateurs disent justement, et vous faites bien de parler de cette politique du bourbier, certains observateurs disent que tout simplement Emmanuel Macron est en train de créer ses propres conditions qui lui permettront de dissoudre une nouvelle fois l'Assemblée nationale et d'appeler à de nouvelles élections législatives. Est-ce que c'est tenable comme théorie ? C'est évidemment une théorie, vous savez, mais pour la population, comme on dit en ce moment en Algérie, je crois, mafebna walou, c'est-à-dire qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Donc, si vous voulez, évidemment, c'est une stratégie parce que vous savez, ces gens qui sont les représentants de l'oligarchie financière, vous savez, mais Macron n'est qu'un pion dans un système international contrôlé par le monde de la finance et le monde militaire. Donc, Macron, évidemment, représente ses intérêts. Aujourd'hui, il a plusieurs stratégies pour rester au pouvoir. Il faut dégommer le RN et dégommer le nouveau Front populaire en les rediabolisant et en essayant de créer un centre beaucoup plus large avec le PS, Horizon et Renaissance.
Ça, c'est une tentative. Si cela n'est pas possible, à cause justement de ce que je disais sur les ambitions présidentielles de 2027, il n'aura pas le choix que de redissoudre l'Assemblée nationale. Et si à ce moment-là, les résultats, les sondages des prochaines législatives porteraient à peu près au même résultat, pourquoi pas même envisager une démission pour pouvoir se représenter dans une présidentielle directement, qui est aussi un des cas qui est envisagé par les proches conseillers de M. Emmanuel Macron. Donc, en substance, vous nous dites ce soir, Sébastien Perimoni, que l'éventualité que le mandat d'Emmanuel Macron n'aille pas au bout pourrait lui permettre de se représenter et de briguer un nouveau mandat présidentiel en 2027. C'est bien cela? C'est bien cela, oui, tout à fait. C'est tout à fait envisageable. Très bien. Parlons un peu de Matignon. On a vu s'exprimer dans les médias des personnalités politiques, certes, qui restent clivantes en France, mais qui font partie de ces hommes d'État, ces derniers hommes d'État de la Ve République, à l'image d'un ancien ex-premier ministre français sous Chirac et chef de la diplomatie française. Sans le nommer, pourrait-on voir affluer vers Matignon une personnalité comme ça, qui ne serait peut-être ni de gauche ni de droite, du moins qui ne ferait pas partie de ces trois blocs qui se sont dégagés lors de la dernière législative et qui ferait peut-être consensus en attendant mieux? Alors ça pose un problème parce que la personne auquel vous faites référence, si vous voulez, appelle à sortir du commandement intégré de l'OTAN, d'immédiatement avoir des négociations avec la Russie, dénonce le génocide en Palestine par les Israéliens, c'est-à-dire il est à 180 degrés opposé à tout ce que représente aujourd'hui le Parlement français. Donc, si vous voulez, c'est quand même une hypothèse qui serait intéressante. Et moi-même, je pense que si nos gouvernements étaient intelligents et nos élus étaient intelligents, ils appelleraient ce type de personnage parce que c'est un personnage historique. C'est un homme qui a rendu la France fière au moment de la guerre d'Irak quand il s'y est opposé et qui a justement toujours parlé vrai pour défendre la souveraineté de la France vis-à-vis de ses intérêts militaires et financiers. Donc évidemment, je pense que cette personne devrait personnellement être Premier ministre aujourd'hui et former un gouvernement qui ne soit pas un gouvernement technique, un gouvernement de transition, mais un gouvernement de gens compétents, capables de retourner à l'esprit réel de la Ve République, de souveraineté nationale, de retour aux fondamentaux, de coopération avec les autres pays dans le monde que sont la Chine et les... Je rappelle, vous savez que en Europe, on est un petit peu dans la vallée des paumés. Tout le monde parle de l'élection américaine comme l'événement majeur, l'événement majeur de cette année. Or, il y a un événement qui sera beaucoup plus important cette année. C'est le sommet des BRICS, organisé par la Russie à Kazan, qui va réunir 2/3 de la population mondiale pour organiser un nouveau système monétaire et financier en dehors du dollar. Ça, c'est ce qui va changer le monde cette année. C'est pas l'élection américaine. Et donc, si on avait quelqu'un comme Dominique de Villepin, pour ne pas le nommer, à la tête d'un gouvernement, il serait tout à fait capable de pouvoir négocier avec les BRICS, faire rentrer la France dans cette nouvelle dynamique internationale d'un système hors dollar, hors spéculation, hors OTAN, parce que c'est ce qu'il pense profondément et il l'a dit à plusieurs reprises dans nos médias français. Alors, avant de revenir peut-être une dernière fois, revenons une dernière fois à Gabriel Attal qui parle de protection des Français. A-t-il au moins les prérogatives nécessaires en cas d'incident majeur, par exemple, lors des Jeux Olympiques, menaces terroristes, violences, problèmes liés à l'organisation? Comment ferait-on du point de vue d'un gouvernement qui devrait expédier les affaires courantes si l'un de ces cas de figure que je viens de citer venait à se présenter? Alors bon, évidemment, ce n'est pas à souhaiter. On a, bien entendu, une grande appréhension par rapport à ces JO qui sont, je peux vous dire, extrêmement mal préparés parce que je vais tous les matins à mon bureau, il me faut quasiment 1 heure de plus pour y aller. Il n'y a rien qui est prêt, c'est barré partout, il y a tout qui tombe. Bon, bref, peu importe sur l'organisation des JO, mais si malheureusement arrivait un événement comme un attentat terroriste sur le sol français, je pense qu'à ce moment-là, les tambouilles politiciennes, l'environnement changerait, on aurait une unité nationale autour de ça. Et de toute façon, pour être tout à fait honnête,
par-delà la démission de Attal, par-delà le gouvernement technique, les institutions de la Ve République aujourd'hui, au niveau des forces armées, au niveau de la gendarmerie, au niveau des services secrets, au niveau du renseignement, tout ça est tout à fait opérationnel. Et si jamais un événement arrivait où on sentait que ça allait arriver, on a aujourd'hui tous les moyens dans la Ve République qui sont en place. On a des gens très compétents dans ces domaines-là pour éviter le pire. Et si le pire arrivait, pour y faire face, même avec le gouvernement de transition actuel, car dans la Ve République, évidemment, en cas de tragédie, le président est à même de prendre toutes les décisions pour faire face notamment à travers cet article, ce fameux article 116 par exemple, de la Constitution. À travers l'article 16, qui permet de faire face à des événements exceptionnels. Et à ce moment-là, je peux vous dire qu'en France, on a toutes les compétences pour faire face à ce type d'événements au niveau des corps militaires ou policiers ou autres, ou du renseignement, ou de la DGSI, DGSE et tout ça. Sébastien Periboni, la situation politique en France, regardez, de l'extérieur également, les yeux du monde sont rivés sur la France, qui est un pays partenaire de pas mal d'autres, à la fois en Europe, mais également en Afrique. Ne craint-on pas en France peut-être une dégradation de l'image nationale, notamment sur le plan économique, en ce qui concerne les différents partenariats noués par la France avec la Chine, les États-Unis, l'Union européenne ou également, je le disais, certains pays africains? Si vous voulez, j'ai une position assez radicale. Je pense que depuis malheureusement une vingtaine d'années, l'influence française, le prestige de la France dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine des sciences, a chuté vraiment de manière dramatique. Et si vous voulez, j'ai participé à un sommet justement à Saint-Pétersbourg en Russie il y a de cela quelques semaines. Et justement, tout le monde ne parlait que de ça, de la décadence, si vous voulez, de l'Occident. C'était le sujet majeur de cette conférence. Et il suffit de voir, si vous voulez, pour prendre un exemple récent, Ariel Dombal chanter l'hymne des JO dans un costume complètement déjanté, ou la fête de la musique qu'on a pu voir sur le perron de l'Élysée avec des drag queens en train de se rouler par terre sur le perron de l'Élysée. Donc l'image de la France, malheureusement, M. Macron l'a détruit à la puissance 1000. Et partout où vous voyagez dans le monde, vous vous rendez compte que ça a un impact très grand parce que ce soit en Russie, en Chine, en Amérique latine, en Afrique, il y avait un certain respect pour la France. Et aujourd'hui, ce respect a totalement disparu. Et ça, c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup et contre lequel il faut lutter pour redonner une voix forte à la France, loin justement de ces spectacles décadents qu'on peut voir à travers les commémorations des Jeux Olympiques ou la fête de la musique, qui sont des symboles très forts et très marquants, si vous voulez, de la décadence culturelle de notre pays. Dernière question. Avant de nous quitter, Sébastien Periboni, je rappelle que Halima Dellimi, ex-candidate du Nouveau Front Populaire aux dernières législatives, devait nous rejoindre. Elle ne l'a pas fait, pouvons imaginer qu'elle a eu peut-être un petit problème technique. Donc nous terminerons cette émission avec vous, Sébastien Periboni, en 1 minute, s'il vous plaît. Comment voyez-vous les jours prochains, l'horizon qui s'assombrit peut-être sur le plan politique en France, mais comment voyez-vous la situation, l'évolution des choses durant les quelques jours, quelques semaines à venir? Je vais vous faire une prévision historique. Le Rassemblement national, le Nouveau Front populaire et La République en marche et Horizon sont des partis qui, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, vont disparaître parce que c'est des partis qui ont vendu notre France à la découpe. C'est des partis qui se sont soumis aux intérêts financiers, qui n'ont fait qu'augmenter la dette, désindustrialiser notre pays, laisser la drogue se développer partout sur le territoire, imposer une culture, comme je l'ai dit, de la décadence. Donc ces élites-là qui se sont compromis avec ce système financier, qui se sont compromis avec ce système militaire de rester dans l'OTAN et de déclencher la potentielle guerre mondiale, ces élites-là vont disparaître à terme parce que va se lever en France un mouvement de citoyens en colère mais déterminés à se débarrasser de ces élites politiques. Et c'est pour ça que j'appelle de mes voeux personnellement en France à une alliance des souverainistes. On parlait tout à l'heure de l'ancien Premier ministre qui nous a évité d'aller nous faire tuer en Irak. Il y a plein de gens, moi je travaille avec Jacques Cheminade,
Il y a plein de souverainistes en France qui doivent s'unir pour former une coalition comme un Conseil national de la résistance pour, quand ces élites-là vont disparaître, être prêts à reprendre le contrôle de notre pays, à remettre en place des politiques de crédit public pour le développement, travailler avec les BRICS, redevenir un partenaire justement de ces pays. Merci Sébastien Periboni. Merci Sébastien Periboni, ex-candidat Solidarité Progrès aux dernières législatives. Vous l'avez dit, proche également de Jacques Cheminade. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de l'échiquier international. Je vous donne rendez-vous dès demain. Excellente fin de soirée. Suite des programmes sur Al 24 News.